sur la sécurité sociale. Parce que quand la sécurité sociale est mise en place, elle va provoquer deux difficultés. L'une dans le mouvement mutualiste et l'autre dans le mouvement syndical. Le mouvement mutualiste va traverser une crise absolument énorme au moment de la création de la sécurité sociale. Pourquoi? Parce qu'on oublie, et le mouvement mutualiste d'ailleurs fait tout pour faire oublier cela, c'est qu'il a signé la charte du travail de Vichy. Il ne faut pas oublier ça. Le mouvement mutualiste a été absorbé par le système de Vichy. Et à la Libération, le mouvement mutualiste est mis de côté du fait de sa collaboration avec le régime de Vichy. Il faut savoir également que les locaux des mutuelles sont occupés par un certain nombre de syndicalistes, et notamment pour les transformer, certains d'entre eux, en locaux de la sécurité sociale. Sur quelle base il y a ce problème, disons, entre le mouvement mutualiste et la sécurité sociale? Il y a deux conceptions qui s'affrontent. La conception, d'un côté, qui prône le volontarisme, qui est celui du mouvement mutualiste, et le volontarisme dans le sens, où le mouvement mutualiste est pour un système facultatif, un système volontaire de couverture sociale. Alors que le système de sécurité sociale qui est proposé par le gouvernement à la Libération est un système obligatoire, c'est-à-dire un système universaliste. Et il y a donc un affrontement sur la conception même des deux systèmes. Ça, c'est la première clarification, disons, qui intervient entre le mouvement mutualiste et le gouvernement de la Libération et la sécurité sociale. Il y a un deuxième, je ne dirais pas affrontement, mais deuxième contradiction, cette fois-ci entre le mouvement syndical et la sécurité sociale. Sur quoi? La conception de la CGT, c'est un syndicalisme de classe, de lutte de classe. Ça n'est pas un syndicalisme de service. On a vu ce débat ressurgir avec la CFDT, qui a, dans le cadre de sa réorientation, a développé cette notion de syndicalisme de service. Pour les syndicalistes CGT de lutte de classe de l'époque, la sécurité sociale les pousse à aller faire un syndicalisme de service. Ça les heurte. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a trimballé, et on trimballe toujours d'ailleurs, cette difficulté initiale, dans le sens où une partie du mouvement syndical ne va pas s'investir dans la sécurité sociale, comme d'ailleurs une partie du mouvement syndical ne va pas s'investir dans les comités d'entreprise. Parce qu'ils n'arrivent pas à concilier à la fois la lutte de classe traditionnelle, les revendications salariales, de conditions de travail, de sécurité sanitaire, etc., avec des revendications liées à l'organisation du travail, au pouvoir de l'entreprise, aux stratégies, aux produits, etc. Et donc, la sécurité sociale a payé cette difficulté, parce que quand il y a eu l'entrée du patronat dans la sécurité sociale, d'abord, le patronat est entré sans véritable résistance. Alors, à l'origine, il n'y avait pas le patronat, c'était que les syndicats. Le patronat est entré pour transformer la sécurité sociale en organisme, comme on dit, paritaire. Vous voyez, cette notion de paritarisme, d'ailleurs, qu'il va falloir nous revenir là-dessus pour démolir cette notion. Ça appartient aux travailleurs. On ne voit pas ce que vient faire le patronat dans cette affaire-là. Et puis, quand il y a eu la fin des élections des administrateurs de la sécurité sociale, le mouvement syndical n'a rien dit. Enfin, il a dit, ça s'est fait sans beaucoup de mobilisation sociale. Pourquoi? Parce que,
en fait, les gouvernements ont très bien joué. Ils ont gelé les parts de marché entre les syndicats. À Force ouvrière, la CNAV, l'assurance maladie, à la CFDT, l'assurance vieillesse. Et puis voilà, on se partage les postes, ça permet d'avoir un peu de surface, un peu d'argent, un peu des places pour des permanents, etc. Donc moi, je voulais réagir là-dessus pour montrer qu'il y avait un courage politique et une vision de Pierre Laroque, qui est le concepteur de la sécurité sociale, du ministre communiste qui a suivi, qui a fait, qui a apporté aussi, Ambroise Croizat, et qui n'ont pas hésité à heurter à la fois le mouvement mutualiste, là c'était facile parce qu'ils avaient collaboré, mais le mouvement syndical aussi, pour le secouer un petit peu. Donc ça c'est intéressant. Et puis je veux aussi une réaction sur le pessimisme. Oui, il y a beaucoup de raisons d'être pessimiste, ça c'est tout à fait évident, parce que la crise va continuer, elle va s'accélérer, ça va être pire, ça c'est certain. Il n'y a aucune illusion à avoir, sauf si, évidemment, des luttes n'interviennent et un rapport de force n'arrive pas à se créer. Donc, comment recréer ce rapport des forces? Moi, les éléments d'optimisme que je vois dans la réalité, c'est que toutes les études d'opinion, toutes les enquêtes qui sont faites, convergent pour placer en tête des préoccupations, des problèmes réels, malgré les efforts des classes dirigeantes et possédantes, des médias, de placer la question du mariage gay, la question des Roms, des questions sociétales qui ne sont pas de fausses questions, ce n'est pas ce que je veux dire, mais d'utiliser ces questions comme rideau de fumée pour éviter de traiter les questions de fond cette fois-ci, qui sont l'emploi, la sécurité sociale et les services publics. Et sur ces questions-là, l'opinion publique, le monde du travail, les ouvriers, les employés, les classes intermédiaires, sont tout à fait clairs, massivement. Sur les responsabilités, les choses sont assez claires. Sur le rôle de l'État relativement à l'Union européenne, les choses sont claires. Une majorité nette de citoyens veulent plus d'État et moins d'Europe. C'est clair et net. Plus d'État, la question du retour de l'État monte en force, avec des proportions considérables chez les ouvriers, chez les employés. Et je pense que cette question de l'État, je pense, on en a parlé ce matin, il va falloir y revenir, parce qu'à la Libération, l'État apparaît comme un agent protecteur, comme un agent de protection sociale, puisque c'est lui qui met en place la sécurité sociale notamment. C'est un agent de protection sociale, de sécurité, d'égalité, l'État. Et il est une source vitale de communauté pour les gens, de cohésion sociale. C'est ce que, disons, la population appelle aujourd'hui. Il y a un appel vers l'État pour reprendre ce rôle qui avait été le sien au moment de la libération. Et donc, dès lors qu'il y a cette base qui est solide dans la population, qu'est-ce qui empêche le basculement du rapport de force? Ce sont d'abord les partis. Premièrement, les partis. Le PS, évidemment, l'UMP, le Parti communiste, le Parti de gauche. Ces partis, au-delà de leurs différences réelles, jouent un rôle néfaste. Ils ne constituent pas une alternative parce qu'ils ne disent rien de sérieux et de concret sur l'emploi. Ils ne proposent pas de résoudre la cause principale, de s'attaquer à la cause principale qui est l'appartenance à l'Union européenne et l'euro.
Ils ne disent rien sur la mondialisation, hormis des bavardages stériles, mais surtout pas de protectionnisme. Et donc, c'est ce qu'ont compris d'ailleurs les citoyens. Quand on regarde aujourd'hui les résultats électoraux et les abstentions, ben, on a, c'était le titre d'un texte, on est passé au tripartisme. Tripartisme avec 3 forces à peu près égales, l'UMP, le PS et le FN. Le Parti communiste Front de Gauche, ça a disparu des radars. Pourquoi? Parce que l'alternative qui aurait pu naître de ce côté-là n'est pas présente. Les gens n'ont pas confiance dans le Front de Gauche, ils ont raison. Ils ont raison, ni dans le Parti communiste, ni dans aucune des composantes. C'est un peu cruel, et ça peut ajouter à la démoralisation des troupes, mais le fait de ne pas voir ça, de ne pas comprendre qu'il y a aujourd'hui ce blocage, ne permet pas de le résoudre. Cela signifie que, est-ce que ça signifie que tous les militants qui sont au PS, au PC, au PG, etc., sont à mettre dans le même sac? Pas du tout. Heureusement, il y a des forces dans ces organisations. Pour preuve, le vote des communistes, ville par ville, sur la participation, c'est-à-dire l'alliance avec la droite. Parce que ce que font les communistes parisiens, ils font alliance avec la droite. Ce que font les communistes toulousains, ils font alliance avec la droite. S'allier avec le PS, c'est s'allier avec la droite. C'est pareil. Alors, ils sont minoritaires quand même. Parce que la grande, 75% des villes où il y a eu les votes de communistes demandent du PCF. C'est pour ne pas s'allier avec le Parti socialiste. Ce qui veut dire que c'est très intéressant. Et la solution, c'est quoi? La solution, c'est de montrer qu'il faut créer un courant d'idées dans ce pays. Créer un courant d'idées. Alors, nous sommes dans l'alliance autour du Conseil national de la résistance. Ça n'est pas un courant d'idées. Mais un courant d'idées, en tout cas nous, MPEP, on veut incarner ce courant d'idées qui est compatible avec l'action du PRCF, qui est une autre perspective politique que la nôtre est stratégique, le communisme. Nous ne sommes pas communistes. Et donc, une alliance. Mais il faut créer un courant d'idées. Ce qu'un certain nombre de gens nous disent, ouais, bon, ben, c'est compliqué, je vais aller au PC ou au PG, il y a plus de monde, je pourrais avoir des contacts, des discussions, etc. Erreur, ne perdez pas votre temps. Passez directement à la case des PEP. Ça ne sert à rien. Ceux qui sont aussi dans ces partis, vous avez essayé de combattre à l'intérieur. Au PG, n'ayez aucune illusion. Le PG est verrouillé. Il ne se passera rien. Venez au MPEP. Au Parti communiste, nous ne serons pas d'accord, peut-être bien qu'il y ait des avancées, venez directement au MPEP. C'est pas incompatible. Mais voilà, il faut dépasser ces illusions, ces craintes, et oser affirmer qu'il faut créer un courant d'idées particulières. C'est la vocation du MPEP. Le PRCF défend la même ligne dans son domaine, celui de la rénovation, de la reconstruction d'un pôle communiste. Cette nécessité, après, je termine, je crois, sur la question, la logique, disons, si on poursuit dans cette logique, comment agir à partir de là pour fabriquer le rapport de force? Moi, je crois qu'il faut agir comme on a toujours fait, comme le mouvement ouvrier l'a fait depuis 2 siècles. Il n'y a rien à inventer. Il y a 2 choses à faire. Un, c'est la bataille idéologique. C'est la lutte des idées. Il faut contrecarrer les idées de l'adversaire par la discussion, les
la bataille idéologique. C'est là-dessus qu'ils ont gagné, bien qu'ils soient en grande difficulté sur le plan idéologique. Donc, bataille idéologique. Et deuxièmement, comme le mouvement ouvrier, il y a deux siècles, comment faisaient les premiers militants ouvriers? Ils étaient isolés. Ils allaient là où il y a des ouvriers, dans les entreprises, dans les cafés, dans les fêtes foraines, sur les marchés. Ils allaient au contact des classes populaires. Il faut faire pareil, c'est ce qu'on fait déjà, mais il faut que ça devienne un comportement permanent. Le MPEP n'a pas vocation à être une sorte d'attaque bis qui ne vit que par des conférences. C'est pas notre sujet. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les conférences. Bien sûr qu'il faut continuer à faire des conférences publiques. Mais ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est la bataille idéologique de manière globale, dont les conférences ne sont qu'un élément. Et deuxièmement, être attentif à toutes les luttes sociales, tout ce qui bouge dans un département, tout ce qui bouge, une lutte pour la défense d'un service public, une lutte dans une entreprise, etc. C'est ça qu'il faut regarder. Et il n'y a pas besoin d'être très nombreux, il suffit d'être deux. Quand il y a quelque chose dans une entreprise, on y va à deux, ça suffit. Si on est plus, on y va à plus. Mais on y va à deux pour quoi faire? On discute des tracts, on discute avec les gens, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? On apporte notre éclairage, notre vision des choses, on invite les ouvriers ou les personnels en grève à venir prendre un pot. Voilà le travail de base des militants. Il n'y a rien à inventer. Je pense que tout ça, c'est comme ça que le mouvement ouvrier s'est construit. Et on discutait dans la voiture en venant avec Gilles et d'autres camarades, on s'est dit, finalement, est-ce qu'on n'est pas revenu à la période pré-industrielle, enfin pré-syndicale, celle où les ouvriers n'avaient pas encore de syndicat ni de parti politique? Eh bien, on est peut-être dans cette période-là. Parce qu'aujourd'hui, les classes populaires n'ont aucun syndicat ni aucun parti sur lequel ils peuvent s'appuyer vraiment. C'est ça le problème. Et donc, évidemment, nous sommes petits avec d'autres, mais c'est l'ambition qui doit nous animer, et c'est le discours de vérité que nous devons tenir aux gens, et que nous ne tenons pas forcément, parce qu'il est tellement ambitieux et tellement différent de ce que l'on entend, et qu'il a des conséquences que certains craignent sur le plan local, la crainte de l'isolement. Mais ceux qui sont isolés, c'est les autres. Parce que les électeurs ne votent plus pour eux, et ce sera de pire en pire. Donc je crois qu'il y a des motifs, d'optimisme dans un contexte, en effet, qui n'est pas très